aisément vous accuser de sociologisme, hein, dans voilà, les conditions politiques créent les malheurs, etc. Dans cette thèse, ou de culturalisme même, on pourrait dire, voilà. Et moi je crois que c'est pas vrai, ni atteint de sociologisme, ni de culturalisme. En effet, il me semble qu'en filigrane, vous soutenez que l'équilibre psychologique nécessaire au bon fonctionnement des personnes s'établit aussi dans la société. Et c'est ce même équilibre qui fonctionne dans l'un et dans l'autre. Et en ce sens, vous êtes parfaitement kantien, c'est-à-dire que vous dites qu'une société comme un individu ou une personne, on va dire, ne peuvent que se plier aux impératifs catégoriques, lesquels veulent que, je dis d'une manière plus simple, agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien que ta personne, dans ta personne que dans tout autre, qui est irrémédiablement imparable. Les sociétés que vous décrivez avec un souci du détail étonnant sont monstrueuses. Moi, je suis étonné, sont monstrueuses au regard de la philosophie, évidemment, morale et politique. Même au regard, sans doute, de la philosophie politique de Machiavel. Je crois qu'il ne s'y retrouvera pas non plus. Elles ne peuvent donc qu'engendrer le malheur et la déshumanisation. Je suis votre thèse. Dans un tel univers de référence, la psychopathologie apparaît comme une bien pauvre fille pour expliquer les troubles de vos patients. La violence de leur interprétation, de leurs propres troubles en termes de sorcellerie s'ajuste 100 fois mieux à leur situation tragique que nos concepts d'impuissance apriste, vous comprenez, ou de fantasmes inconscients. Ça paraît quand même de la rigolade dans un système pareil. La folie des mythes répond mieux à la folie politique des hommes que la raison psychiatrique. Votre thèse est à la fois passionnante et éprouvante. Là, j'ai cherché les termes. J'avais dit fatigante. Non, pas fatigante. Je t'ai dit harassante. Non, pas harassante. Je t'ai dit troublante. Oui, c'est troublante, c'est sûr. Mais en tout cas, éprouvante. Passionnante parce que vous nous informez d'une manière très détaillée et documentée de l'état culturel, social et politique de ces populations. Les quelques 200 pages qui relatent toutes ces données sont absolument précieuses et pourraient constituer, à mon avis, avec quelques modifications dans l'organisation du texte, un livre à part entière. Et ça a déjà été dit. Il faudrait sans doute équilibrer les analyses qui toutes sont d'ailleurs à charge contre les nouvelles sociétés qui se sont constituées après la colonisation. Peut-être, je ne sais pas si vous n'êtes pas trop à charge. Enfin, moi, je chercherais quand même dans ces sociétés des éléments positifs, ils doivent exister. Mais comme vous êtes quand même soucieux de soutenir votre thèse, vous évitez quand même les contre-thèses. Bon. Et alors du coup, on va dire que l'ensemble est quand même édifiant. Ça, il faut reconnaître, même avec des éléments qui seraient positifs, c'est quand même édifiant. D'autres considérations que l'on trouve plus loin dans le texte, par exemple sur les pratiques du Ganga, pourraient être ajoutées pour constituer un ouvrage essentiellement, on va dire, anthropologique. Votre thèse est éprouvante. On va dire parce qu'elle veut tout embrasser. Elle est éprouvante parce qu'elle est trop longue, elle est sinueuse, elle est holistique, comme si vous peiniez à respirer dans votre immersion anthropologique. C'est ce que vous avez dit quand j'ai répondu, l'idée d'immersion. Et c'est un problème très classique, on trouve ça chez Castaneda, peut-être pas un grand anthropologue, mais un bon écrivain, et comment être à la fois dedans, dehors, etc. C'est le boulot d'une thèse de dire ça. En d'autres termes, les principes organisateurs qui devraient subordonner vos descriptions n'apparaissent pas clairement. Le premier chapitre sur la souffrance est essentiellement inspiré par des écrits philosophiques que vous mettez en citation. Mais ces écrits philosophiques, ils n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter. Et je dirais que ce chapitre s'inscrit plus ou moins bien aussi dans l'univers culturel que vous cherchez à décrire. On dirait que c'est une thèse dans la thèse finalement, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être écrit à un autre moment. J'ai pensé ça de vie, et puis vous êtes dit on va commencer avec ça. C'est ça. Donc il faudrait préciser davantage comment cette souffrance, chez les stoïciens, Nietzsche, Nietzsche est le grand philosophe. La principale critique que l'on peut faire de votre thèse est la suivante: elle suit des chemins divers qui n'aboutissent pas toujours quelque part. Et le lecteur est trop sollicité pour comprendre au-delà de ce que vous écrivez. Une thèse se doit d'être, je reprends des catégories pseudo-kantiennes, claires, vraies, exhaustives et pertinentes. Pour reprendre donc ces catégories,
votre thèse n'est pas toujours claire, pas toujours pertinente, lorsqu'elle s'égare dans des considérations secondaires dans votre propos, comme par exemple la souffrance. On peut parler de la souffrance, mais peut-être pas 100 pages. Mais elle est sans doute exhaustive et vraie. Voilà. Donc elle gagne quand même 2 sur 4. Cette qualité aurait été encore magnifiée si vous aviez maîtrisé davantage, évidemment, l'organisation du texte, c'est-à-dire la pensée et l'écriture ensemble. Ce qui n'est pas toujours le cas. Un exemple. Non, j'ai déjà parlé de la souffrance. Voilà. Peut-être que même sur la souffrance, quand on s'appuie sur des textes philosophiques, il faut peut-être parler en philosophie. Donc on est soumis finalement à une certaine exigence qu'on appelle l'analyse critique en philosophie. Et donc peut-être que là encore, on aurait aimé que vous mettiez du boulot philosophique, ça aurait été encore plus la tête dans la thèse. Enfin voilà, bon, allez, on va laisser. Bien, il reste que, il faut bien comprendre que quand on écrit, il faut considérer ses lecteurs comme si c'était des enfants, ou considérer qu'ils ont une certaine paresse de la volonté. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est que vous nous mâchiez le travail de penser, que vous ne mettiez pas tout le temps à réfléchir au fond à votre place, alors que cette réflexion, vous l'avez. Nous, c'est beaucoup plus difficile. Au total, votre thèse foisonnante, qui ne répond pas toujours aux principes académiques de l'écriture universitaire, reste un document tout à fait important, bien sûr, pour comprendre les traditions, les égarements, l'ancrage sociologique et politique du malheur. Votre document recèle quelques poèmes traditionnels qui sont de vrais trésors littéraires. Bon, celui qui sans doute un des plus beaux, c'est celui qui se termine par les morts ne sont pas morts, et il est très très beau. Nous permet de visiter ces pensées traditionnelles bantoues, des fans, dans leur grande complexité. Si la psychopathologie occidentale n'y retrouve pas ses petits, quelle importance. Donc je souhaite vous communiquer ma satisfaction d'avoir lu votre travail et de le voir venir en soutenance d'un travail considérable, fruit d'une vingtaine d'années à peu près, de recueil de données et d'immersion dans une culture traditionnelle dont vous avez appris la langue, et pour laquelle vous manifestez, semble-t-il, une grande admiration. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais. Sinon, je ne serais plus là. Parce qu'on va passer toutes les autres questions. Vous pouvez terminer et nous dire pourquoi vous admirez tant cette culture. Bon, je pense que vous avez eu la possibilité de comprendre cela. Et dans les premières pages introductoires, vous avez vu comment on est arrivé. Et on était sur le ciel, sur la terre, sur le ciel. Donc, on était dans la nature. Je trouvais que ça c'était vraiment beau. On était les années les plus, je dirais, plus beaux de ma vie. 6-7 ans, j'ai vécu en forêt avec eux. Donc c'était vraiment un paradis, un véritable paradis. Je dirais, vraiment, ça c'est la jeunesse. Hein? Ça commence ici, le bonheur. Pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une vie spontanée, sans préjugés, de rien du tout. Nous, ici, on a trop de concepts, de préceptes, de devoirs. Non, là, c'est vivre là, sous les étoiles, sous le soleil, à côté des enfants, se laver à la rivière, naturel, comme si c'était la théorie de Rousseau. Donc, c'est cela qui m'a beaucoup passionné, cette manière de trouver plutôt mes racines personnelles aussi dans la nature. Là, dans cet endroit où j'ai trouvé effectivement une espèce de paradis perdu. Parce que j'ai commencé à entendre des enfants ou des personnes adultes, des mots qui étaient inconnus à ce moment-là, qui ne comprenaient rien et qui faisaient souffrir aux gens. Je dis, ah, là, il y a quelque chose qui se passe ici. Ce n'est pas tout si beau comme je le pensais. Petit à petit, j'ai commencé à creuser et à comprendre chaque mot pourquoi est dit dans ce contexte et à qui est adressé. Mais sinon, c'est véritablement, c'est là que je suis tombé amoureux, je dirais, de cette manière de vivre. Donc, c'est une passion pour eux. Je suis en dette, comme je le dis dans le travail, envers ces gens-là qui m'ont appris à voir la vie autrement. J'avais la théorie, on passe par les facs, plusieurs facs, mais ce qu'on apprend là, c'est plus important que ce qu'on apprend là. Cette raison, je dirais, holistique, vitale, hein, qui va au-delà des contours de la raison limitée de Kant. Il le sait très bien aussi, il le savait. Donc c'est par là qu'on tombe amoureux des cultures, des gens, on peut presque finir sur cette phrase-là, non? Je pense qu'il ne faudrait pas même donner une réponse, vous le savez, vous l'avez peut-être repéré dans la thèse de la manière de parler.
Ah. Et après, il y a, alors comment ça s'appelle? Le charisme, on disait tout à l'heure la grâce. Oui. Il y a l'intuition littérature.